politique et la justice, tout se joue. Rien n'est acquis et tout est imprévisible parfois. Aujourd'hui, lundi 13 décembre 2023, nous vous voilà avec Saïd Larifou, parmi les avocats d'Ousmane Sonko, également candidat à l'élection présidentielle au Comores, son pays natal, après 2 participations, si je ne me trompe pas, Monsieur Larifou. Bonjour Monsieur Larifou, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cet honneur, cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir prendre part avec vous sur une discussion qui porte, si j'ai bien compris, sur l'actualité sénégalaise, notamment l'actualité politico-judiciaire sénégalaise et puis l'actualité politique africaine et comorienne particulièrement. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Nous allons parler, comme vous l'avez dit, de l'affaire délibérée du 14, de l'audience du 12 ainsi que des présidentielles aux Comores. Tout d'abord, êtes-vous optimiste pour l'intégration d'Ousmane Sonko sur la liste électorale? Bon, écoutez, moi je suis avocat. Je suis un combattant pour la démocratie, pour les libertés, pour l'état de droit. Le dossier de M. Ousmane Sonko, je parle au point de vue juridique, même au niveau politique également, c'est un dossier en béton. En béton. Voilà. À partir de cette affirmation, je ne peux qu'être optimiste. Moi, je parle de l'aspect purement juridique. Monsieur Ousmane Sonko remplit toutes les conditions juridiques requises et nécessaires pour figurer sur les listes électorales et se porter candidat à l'élection présidentielle ici au Sénégal. Donc à partir de là, moi je suis plus qu'optimiste en sa faveur. Bon, maintenant, ce dossier, et ça n'échappe à personne, ce dossier a une considération politique qui est peut-être même le moteur, le poumon même du dossier et qu'on se sert de l'aspect juridique et puis des démarches juridiques pour dissimuler, pour cacher une volonté politique d'abattre, de tuer et d'anéantir et de mettre en difficulté politiquement un concurrent redoutable et dangereux pour certains. Merci beaucoup, Maître. Nous allons directement entamer la première question. Nous allons parler directement de l'audience. Avant de développer la décision du juge tant attendue pour demain, qu'est-ce qu'on pourrait retenir par rapport à l'audience, Maître Larifou? Bon, c'était une audience qui était très enrichissante. C'était une audience très technique, puisque les questions qui ont été soumises à l'appréciation du tribunal d'instance de Dakar, à la demande de la Cour suprême du Sénégal qui a censuré la décision de Ziguinchor, l'audience portait sur 3 points principaux. C'était de savoir si le juge de Ziguinchor a bien eu raison d'examiner la requête qui lui avait été soumise par M. Sonko. La Cour suprême en a décidé oui, par l'affirmative. Et puis hier, ce problème a été abordé, mais c'était juste pour confirmer que ce dossier de M. Ousmane Sonko, du moins la requête aux fins de réinscription de réintégrer M. Ousmane Sonko sur les listes électorales, relevait de la compétence du juge de Ziguinchor, en tout cas du juge d'instance. Ça, à mon avis, ça ne pose aucun problème. La deuxième question, et je pense que c'est la principale question qui a fait l'objet de cassation et puis de renvoi devant le tribunal d'instance de Dakar, c'était de se prononcer sur la déchéance ou non de M. Ousmane Sonko. Si M. Ousmane Sonko disposait encore du droit de saisir un tribunal pour contester sa radiation sur les listes électorales. Ça, c'était, à mon avis, le point principal qui a fait l'objet hier. Bon, donc, et le point a été débattu? C'est un point très technique dont les réponses, pour nous, reposent sur les textes en vigueur ici au Sénégal. 2 questions ont été soumises à l'appréciation du président. C'était de savoir si véritablement il y a eu une décision de radiation prise à l'encontre de M. Ousmane Sonko. Et si cette décision de radiation, si elle existait, était bien motivée. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, troisième aspect, c'est de savoir si cette décision a été notifiée comme l'exigent les textes en vigueur ici au Sénégal. Bon, les réponses à ces 3 questions sont complètement négatives. Il n'y a pas de décision de radiation
motivée prise à l'encontre de M. Ousmane Sonko. Ça, c'est au niveau de la décision elle-même. Et puis la notification n'a pas été faite. Tout le monde sait comment on notifie une décision ou bien un acte, puisqu'il s'agit d'un acte administratif. nous parle d'un document qui a été transféré chez Ousmane Sonko, son domicile. Mais non, mais Ousmane Sonko n'habite pas son domicile, sa résidence, c'est pas chez lui. Sa résidence, c'est à la maison d'arrêt. Et bon, ceux qui ont par malice, par stratégie, ont estimé qu'il fallait notifier une décision de radiation à M. Ousmane Sonko à son domicile, alors qu'on sait que maintenant, M. Ousmane Sonko a comme résidence la maison d'arrêt. Bon, on sait pourquoi ils l'ont fait, c'est juste pour l'empêcher, comme ils l'ont fait dans d'autres procédures, l'empêcher d'exercer ses droits. Bon, tous les auxiliaires de justice, y compris les huissiers de justice, lorsqu'ils ont un acte à notifier ou bien à signifier à un détenu, ils savent comment procéder. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes un huissier de justice, même si vous êtes un avocat, vous pointez à la maison d'arrêt, même pour rendre visite à votre propre client, sans avoir l'autorisation de vous y rendre. Donc son droit a été violé? Mais son droit a été violé, ce n'est pas la première fois. Bon, donc l'huissier de justice qui prétendument habilité à notifier, à signifier à Ousmane Sonko un acte administratif aurait dû le faire comme il a sans doute dû le faire dans d'autres circonstances, demander l'autorisation d'aller le rendre visite. Et puis s'il lui est impossible d'accéder à M. Ousmane Sonko, il y a le greffe de la maison d'arrêt qui est là. Le greffe de la maison d'arrêt est habilité à recevoir les actes et puis à le soumettre à la personne concernée. Cela n'a pas été fait et ce n'est pas de la faute de M. Ousmane Sonko. Vous voyez? Et c'est pour cette raison qu'hier, moi j'ai plaidé en disant que, écoutez, face à une injustice, ou bien face à une loi qui est injuste, le juge doit s'efforcer d'appliquer le droit et puis de se ranger du côté de la morale et puis de l'éthique. L'éthique dans cette affaire et le droit dans cette affaire voudrait que M. Ousmane Sonko soit réintégré sur les listes électorales. On parle de contumace. Mais la question du contumace a été également évoquée. La question de contumace a été évoquée et nous, on a soutenu les textes à l'appui, puisque nous, tout ce qu'on dit repose sur le texte. Le texte dit comme quoi, dès lors que la personne qui fait l'objet de contumace a été arrêtée, on ne dit pas arrêtée pour quelle cause, mais on dit que lorsque la personne est arrêtée, quel que soit le motif de son arrestation, la contumace est anéantie. Bon, donc, dès lors que la contumace est anéantie, M. Ousmane Sonko doit être réjugé à nouveau. Mais certains... C'est ce que dit le C'est ce que dit le texte. Bon, voilà. Et bon, maintenant, il y a certains qui ont fait le pari et qui se sont engagés à ce que M. Ousmane Sonko ne soit pas président, candidat, encore moins président du Sénégal. Donc, à partir de là, ils vont faire des interprétations complètement farfelues pour empêcher à ce que M. Ousmane Sonko ne soit pas effectivement candidat à l'élection présidentielle. Bon, ça c'est une volonté qui est affichée, qui n'est pas un mystère pour personne et qui n'est en tout cas pas secret pour tous les Sénégalais. Et par rapport toujours à l'audience, nous avons entendu également qu'il y avait 2 incidents. Est-ce que vous pouvez en revenir là-dessus? Non, mais les incidents sont des incidents minimes. C'est des incidents contradictoires entre avocats? Oui, mais c'est des incidents qui arrivent dans des dossiers similaires, mais ça n'a aucune importance. Le plus important dans ce dossier, en tout cas pour nous, les avocats de M. Ousmane Sonko et pour notre client, et je pense que pour une majorité de Sénégalais, c'est que M. Ousmane Sonko, que ses droits soient respectés et qu'il soit réintégré sur les listes électorales pour lui permettre, au même titre que tous les Sénégalais, de se porter candidat s'ils le souhaitent. Merci, M. Larifou. La question suivante, ça va concerner à l'agence judiciaire de l'État. Quels ont été les motifs avancés justifiant la radiation d'Ousmane Sonko de la part de l'agence judiciaire de l'État? Qu'est-ce qu'il a amené comme preuve pour montrer que... Bon, l'agence judiciaire de l'État, c'est un agent de l'État du Sénégal. Bon, donc ce n'est pas un combat qui est engagé, ce n'est pas un procès qui est engagé contre la personne lui-même. M. Ousmane Sonko, il n'est pas en procès contre qui que ce soit. M. Ousmane Sonko, il n'est pas en procès contre l'État du Sénégal. M. Ousmane Sonko a engagé une procédure, comme vous auriez dû le faire également, comme vous pouvez le faire, si vous arrive par malheur d'être radié sur une liste électorale.
n'importe quel citoyen sénégalais, s'il se trouve privé de ce droit, c'est tout à fait normal qu'il engage une procédure pour être réintégré dans ce droit. Donc M. Ousmane Sonko, il n'a pas engagé une procédure contre qui que ce soit. Et nous nous élevons. Moi, je m'efforce, chaque fois que l'occasion m'est offerte, je m'efforce de dire que nous ne comprenons pas comment se fait-il que des moyens colossaux, inimaginables, sont mis en action, sont déployés pour empêcher à ce qu'un simple citoyen, enfin un citoyen sénégalais puisse exercer ce droit. C'est inimaginable. C'est comme si on est en face d'un homme dangereux, alors qu'il s'agit d'un citoyen sénégalais. C'est l'image qu'ils nous ont donnée d'Ousmane Sonko. Oui, c'est l'image qu'ils veulent donner, mais bon, la majorité de Sénégalais ont une image contraire. Ils émettent l'espoir sur l'homme. Bon, vous voyez, bon, moi je trouve ça pas joli. En tout cas, c'est pas correct. En tout cas, Ousmane Sonko nous a pris comme avocat pour défendre le contraire. Et c'est notre mission, c'est notre responsabilité. Rétablir les droits, la dignité de notre client, et nous le ferons avec toutes les forces, avec tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition. Bon, l'agent judiciaire de l'État est venu hier pour expliquer le bien fondé de la décision portant radiation de M. Ousmane Sonko, et que le recours qui a été, enfin la requête qui a été engagée par notre client pour demander son rétablissement sur les listes électorales, cette requête est tardive et irrécevable. C'est le moyen qu'il a soulevé. Et bon, nous nous sommes donné les moyens de démontrer, de démonter ces arguments pour dire que ces arguments ne tiennent pas du tout. Voilà. Également, une autre question a été soulevée de la part de l'agent judiciaire de l'État. On parle qu'il ne disposait pas d'un mandat légal pour être présent, pour représenter par exemple l'État du Sénégal. Oui. Il n'avait pas un mandat. Non, il a un mandat pour représenter l'État du Sénégal. Mais la légalité, oui. Voilà, il a le mandat pour représenter l'État du Sénégal puisqu'il est juridiquement et légalement désigné agent judiciaire de l'État du Sénégal. Donc à partir de là, il est habilité à représenter l'État du Sénégal. Mais dans cette procédure, nous estimons qu'il s'agit d'une procédure qui porte sur un point précis, sur l'éligibilité ou non d'un candidat. La possibilité pour un Sénégalais d'être présent sur une liste électorale. À partir de là, nous avons estimé que sa présence dans la procédure, dans cette procédure, on ne parle pas dans les autres procédures, mais dans cette procédure, nous paraissait inappropriée, voire même injustifiée. Bon, voilà l'argument que nous a soulevé. Parce que nous estimons tout simplement que nous ne voyons pas en quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales porte atteinte à l'État du Sénégal, aux intérêts de l'État du Sénégal. C'est la question que nous avons soulevée, et eux, ils pensent le contraire. Et puis après, c'est au juge de décider. C'est au juge de décider, voilà. Comme vous l'avez dit. Mais par rapport à l'affaire du compte Max, vous l'avez évoqué tantôt. Moi, je voulais avoir une réponse qui est claire par rapport à ça. Pourquoi encore le compte Max? Ça pose problème toujours. Bon, vous savez, on a du mal à avaler cette mauvaise pilule, à savoir cette décision qui a été rendue contre notre client. C'est une très mauvaise pilule que nous ne l'avalerons jamais. Et puisque notre client n'a jamais été correctement convoqué à comparaître devant le tribunal criminel de Dakar. Il n'a jamais été convoqué correctement comme doivent être convoqués tous les justiciables. Donc le compte Max est un faux débat? Pour nous, au Contumax, ce n'est pas un faux débat puisqu'il y a une décision qui a été rendue. Mais nous estimons tout simplement que cette décision, elle est injuste, elle est contestable. Et nous contestons cette décision dans la mesure où elle a été rendue en l'absence de notre client, dans la mesure où il n'avait pas été convoqué. Il savait qu'une décision, qu'une audience allait se tenir. Ça, il les savait, comme tout le monde le savait, pas seulement des Sénégalais, mais le monde entier savait que cette affaire allait se tenir. Mais notre client n'a pas été correctement convoqué, n'a pas été correctement cité, comme la décision des radiations ne lui a pas été correctement, enfin, il n'a même pas été signifié. C'est pareil. Il n'y avait pas un document qui... Chaque fois qu'il est question de M. Ousmane Sonko, de le convoquer devant une juridiction ou bien une instance pour faire valoir ses droits, on trouve toujours une manière
de passer outre les procédures prévues au profit de tout le monde pour le mettre en difficulté. Il savait qu'il allait avoir une audience, mais il n'avait pas été convoqué. Donc du point de vue de la loi, il s'agit d'une persécution. Non seulement une persécution, mais il s'agit d'un harcèlement, une persécution administrative, puisqu'il faut quand même rappeler que M. Ousmane Sonko a été injustement radié de la fonction publique. C'est son métier, il est inspecteur des impôts. Il a été radié injustement. Et ça, c'est une persécution déjà professionnelle, administrative. Et ça en est suivi d'autres persécutions judiciaires et d'autres persécutions militaires également, pour l'amener là où il est en ce moment. Et il faut être très 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 fort pour supporter psychologiquement ce que cet homme subit en ce moment. Merci beaucoup, Maître Larifou. Par rapport, comme vous l'avez annoncé hier face à la presse, après votre sortie du tribunal, l'affaire Ousmane Sonko contre l'État du Sénégal va être délibérée le 14, c'est demain, moins de 24 heures. Que pouvons-nous s'attendre par rapport à la décision du juge? Que le droit soit dit et que la justice soit rendue à M. Ousmane Sonko. C'est ce que nous attendons. En cas de réintégration, vous allez obtenir gain de cause, mais en autre cas, en aucun cas. Bon, écoutez, attendons demain pour voir ce que nous ferons. Qu'est-ce qu'il peut dire, par exemple? Bon, moi, je ne suis pas juge, je suis avocat. J'ai déjà plaidé, maintenant la parole est au juge. Donc, je ne peux pas prédire ce que le juge dira. Moi, je suis avocat, j'ai déjà fait mon travail. Nous avons fait notre travail, nous avons plaidé. Et maintenant, c'est au juge de rendre sa décision. On attend sa décision demain à 9h et puis on verra. Un renvoi est-il possible en cassation ou un retour du dossier à la Cour suprême? Bon, nous avons vu qu'après avoir gagné à Ziguinchor, la partie adverse a estimé de bon droit et de son intérêt de saisir la Cour suprême. Bon, tout est possible à partir de... Tout est possible. Voilà. Vous êtes confiant quand même? Oui, je suis très confiant, sinon ça serait quand même très très grave. Bon, je suis très confiant et dans la mesure où j'estime que M. Ousmane Sonko est dans son droit et qu'il a un dossier juridique en béton. Donc à partir de là, j'ai aucune raison de ne pas être optimiste et de ne pas être combatif dans l'intérêt de notre client. Et en cas de réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste électorale, cette décision va permettre à ces militants ou ceux qui sont proches du point de vue de la politique d'aller à la DGE ou à la Sénat pour récupérer la fiche de parrainage. Donc, sur ce, nous avons vu également la CEDEAO qui a sorti un communiqué alertant l'État du Sénégal de ce côté pour dire qu'il ne devrait pas changer la directive au niveau de la Sénat. Comment vous trouvez cette réaction du côté de la CEDEAO? Bon, moi, c'est difficile de juger une décision, une prise de position d'une organisation juridictionnelle sous-régionale. C'est très très difficile, mais il arrive à la CEDEAO quelquefois de déraper et puis de prendre des décisions qui sont complètement déconnectées par rapport aux réalités des pays membres de l'organisation sous-régionale. Bon, donc moi j'ai une expérience, nous avons une expérience par rapport à la décision de Ziguinchor. Il y a un agent de l'État qui s'est permis ouvertement et publiquement de se rebeller contre une décision judiciaire. Bon, Ousmane Sonko aurait dû récupérer, comme l'ont fait les autres candidats, ses fiches de parrainage, mais il y a un agent de l'État sénégal qui s'est permis de mépriser une décision judiciaire pour dire qu'il ne s'exécutera pas. Parce qu'il y a une voie de recours qui va être exercée alors que tout le monde savait que la décision de Ziguinchor était une décision exécutoire. Donc la décision de la CEDEAO a été annoncée également, a été un débat au niveau de l'audience par rapport à l'intégration de Ousmane Sonko. Oui, mais bon, c'est des gens, des confrères qui étaient hors sujet, complètement hors sujet. La question qui était posée hier, soumise au tribunal, ce n'était pas la décision de la CEDEAO, mais c'était une question de la Cour suprême. C'est une décision de la Cour suprême qui a estimé pouvoir renvoyer
l'examen du dossier de M. Ousmane Sonko devant le tribunal d'instance. Donc il n'était même pas question de la CEDEAO. Donc ceux qui ont estimé trouver des Ils arguments... n'ont pas basé sur la décision de la CEDEAO. Mais ils ont fait référence. Ils ont fait référence. Bon, ceux qui ont estimé qu'il fallait faire référence à la décision de la CEDEAO pour plaider le dossier renvoyé devant le tribunal d'instance étaient complètement hors sujet puisque ce n'était pas la question du tout. Merci beaucoup, Maître Larifou. Pour vous rappeler, nous sommes avec Maître Larifou, membre du pôle avocat de M. Ousmane Sonko, également avocat franco-comorien, également, je dirais tantôt, candidat à la présidentielle à Comores, après 2 participations. Maître, du point de vue de la politique, on nous parle ceci. C'était l'audience de la dernière séance pour votre client, hier. Non, Pourquoi? il se trompe, puisque Ousmane Sonko, c'est un homme politique, très engagé politiquement. La vie d'un homme politique ne s'arrête pas par rapport à une échéance électorale. Du moins, un vrai homme politique. Je ne parle pas des opportunistes, hein. Je parle d'un vrai homme politique comme Ousmane Sonko. Sa vie politique ne s'arrête pas par rapport à une échéance électorale. C'est tout un processus. Il est engagé dans un processus qui est sans doute très long et très long. Et il a des combattants avec lui, des vrais militants qui sont avec lui et non pas des opportunistes. Bon, donc il ne faut pas analyser la vie, l'engagement d'un homme politique, d'un vrai leader panafricain. Donc il a l'avenir. Bon, il a l'avenir, non seulement le sien, mais l'avenir de tout un pays, de tout un continent, qui est sous l'influence de sa vision, de son engagement. Bon, donc, bien sûr qu'il y a une échéance électorale qui est prévue ici au Sénégal au mois de février. Il prendra part d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est évident, mais il y a d'autres échéances aussi à venir. Et sa part, et sa vision, et sa prise de parole est importante pour le Sénégal, mais importante aussi pour l'Afrique. Bien sûr qu'il y a l'échéance immédiate, c'est les élections présidentielles prévues en février 2024, mais il y a d'autres échéances également qui attendent le Sénégal et puis l'Afrique. Mais beaucoup doutent ou craignent que ce qui est arrivé à Karim Wade ou même à Khalifa Sall l'arrive. Karim Wade, M. Sall ne sont pas Sonko. Chacun a son trajectoire, sa trajectoire, chacun a son destin, chacun a sa vision. C'est pas la même chose. Bon, si certains ont estimé qu'il fallait être réaliste, c'est résigner. Et ce n'est pas le cas de M. Ousmane Sonko, puisque je l'ai dit tout à l'heure, M. Ousmane Sonko, il ne vit pas pour la politique. Il ne vit pas Il ne vit pas pour la politique. Il est engagé pour la politique. Il est engagé pour la politique. Voilà. C'est une citation. Voilà. Il est engagé pour la politique et il ne vit pas pour ça. Vous voyez? Bon, donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui a choisi de s'engager pour la politique. Vous l'avez rencontré, votre dernière rencontre, c'était quand? Ça date de la semaine dernière. La semaine dernière. Ouais. Il est au courant de ce qui se passe dans le pays? Plus qu'au courant que tout un chacun. Mais c'est quelqu'un qui est en harmonie avec sa vision, qui est en harmonie avec les préoccupations du peuple du Sénégal et des peuples d'Afrique. Et c'est pour cette raison que son combat a un retentissement qui dépasse les frontières sénégalaises. Voilà. Merci beaucoup, Maître Larifou. On va fermer cet angle d'Ousmane Sonko et on va attaquer directement la question concernant votre confrère qui est avocat au barreau de Paris, également au barreau de Dakar, Maître Moussa Diop, qui a cité, qui a montré des documents et qui a accusé, je dirais, le président de la République, également son ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye. Il est en garde à vue. Quelle appréciation allez-vous faire dans ce dossier? Écoutez, moi, je ne suis pas un homme qui connaît tout. Oui, ça c'est vrai. Mais en tant qu'avocat, il est votre confrère. Oui, bon, je suis pas un homme qui connaît tout. Donc, je ne m'hasarderai pas à aborder un dossier que je ne connais pas du tout. J'ai lu la presse, j'ai suivi la déclaration de mon confrère. Bon, je suis en train d'analyser, j'apprends des faits.
L'information, pour moi, il s'agit d'une information. Mais je ne connais pas du tout ce dossier, donc je ne peux pas me permettre d'aller au fond d'un dossier que je ne connais pas. S'agissant d'un confrère qui est pris dans la tourmente judiciaire, je ne peux que lui exprimer ma solidarité en tant que confrère. Et voilà, ma compassion par rapport à ce qu'il vit en ce moment, puisque j'ai appris qu'il est en garde à vue. Bon, donc je ne peux que lui exprimer ma compassion et puis ma solidarité confraternelle. Il n'est pas protégé par son immunité? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Par exemple, si un avocat a des problèmes avec la justice, par exemple. Non, nous on ne bénéficie pas d'une immunité. On bénéficie d'une immunité de parole lorsqu'on plaide, lorsqu'on est dans un dossier. Bon, donc, mais je ne sais pas dans quel cadre il est intervenu. Donc c'est pour cette raison que dans ce dossier, autant je peux exprimer ma compassion, ma solidarité, puisqu'il s'agit avant tout d'un confrère qui est dans la tourmente, lui exprimer toute ma solidarité confraternelle. Mais je ne peux pas aller au-delà pour l'instant, puisque je ne connais pas le dossier, et puis je ne suis pas habilité à me prononcer sur ce dossier. Merci beaucoup. Nous allons parler directement du Comore, votre pays natal, parce que vous réveillez et je vous parle du Comore, ça va faire un peu du bien, parce que c'est votre pays. Vous êtes candidat lors des prochaines joutes électorales présidentielles. Également, vous êtes en exil ici au Sénégal. Comment vous préparez votre retour? Bon, j'ai déjà été candidat aux élections présidentielles. J'étais 2 fois au 2e tour. Je suis candidat aux prochaines élections régulières, démocratiques, transparentes et non pas candidat à une mascarade électorale. Élection démocratique. Oui, voilà. Bon, puisque si je suis en exil, non pas ici au Sénégal, mais je suis en exil à l'étranger. Bon, au Sénégal, dans la mesure où je suis au Sénégal, donc là, c'est pour cette raison que votre terme paraît effectivement justifié. Et ce qui est sûr, c'est que je suis en exil. Je ne suis pas chez moi et ce n'est pas de ma volonté. Mais c'est chez vous. Mais je suis chez moi ici au Sénégal, effectivement. Et je remercie mes frères et sœurs, le peuple sénégalais, de l'accueil qui m'est réservé, puisque j'ai la chance, ça il faut quand même le reconnaître, j'ai la chance d'être très bien accueilli. Et je suis très reconnaissant par l'accueil qui m'est réservé partout où je passe. Donc je suis très touché et c'est pour cette raison que chaque fois que je suis amené à prendre la parole, lorsqu'il s'agit des problèmes, surtout dans ce domaine juridique et judiciaire, j'essaie d'être le plus courtois mais ferme. Courtois, c'est ça que j'ai même constaté. Voilà, courtois, respectueux par rapport aux institutions de ce grand pays, mais aussi ferme dans la défense des intérêts de mon client et puis la défense des principes fondamentaux qui font qu'aujourd'hui nous sommes des êtres humains. Nous nous aimons parce que nous avons des règles que nous devons mutuellement respecter. Voilà. Bon, ça c'est un fait. Bon, donc mon retour aux Comores, je le souhaiterais le plus tôt possible et dans de très bonnes conditions. Et si je ne suis pas aux Comores aujourd'hui, alors qu'Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores et de l'Union africaine, puisqu'il est candidat à sa propre succession, si je ne suis pas présent aux Comores et si je ne prends pas part aux échéances qu'il prévoit d'organiser au mois de janvier prochain, donc le 14 janvier. 14 janvier. Donc dans un mois, vous allez retourner? Dans un mois, si je ne suis pas aux Comores en ce moment, en pleine période de pré-campagne électorale, c'est parce que j'estime que les conditions de la tenue des élections normales, transparentes, ne sont pas réunies. On risque, et je ne le souhaite pas pour mon pays et pour mes compatriotes, on risque de se retrouver dans le même scénario que nous avons vécu en 2019, le 24 mars 2019, lorsqu'Azali a fait un hold-up électoral. Ceux qui étaient candidats comme moi, qui se sont mobilisés le lendemain de ce hold-up électoral pour condamner ceux-là, il y a certains qui ont été blessés et d'autres ont été emprisonnés. Il y a même des gens qui ont été tués. Moi, j'ai eu la chance de recevoir une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. C'est bon, je veux dire par rapport aux autres qui sont décédés, par rapport à d'autres qui sont en prison. C'était lors des manifestations? C'est lors de la marche pacifique. Bon, donc, j'ai subi sur place une intervention chirurgicale et puis le lendemain, j'étais évacué en France pour des soins complémentaires. Bon, donc, il faut rendre grâce à Dieu. Lorsqu'il vous arrive des événements comme ça, et que vous survivez, il faut rendre grâce à Dieu et le remercier, puisqu'il y a d'autres qui auraient bien voulu être là comme nous, mais qui ne sont pas là. Bon, donc à partir de là, vous devez continuer puisque vous avez des convictions, parce que vous êtes un homme
plein de convictions, très engagé pour le droit, très engagé pour le pays. Mais il faut le faire aussi avec les armes que vous disposez. Pour l'instant, les armes que je dispose, c'est le droit. C'est le fait de sensibiliser partout pour dire que, écoutez, nous voulons des élections au Comores, mais pas une mascarade. Il y a certains parmi nous, des candidats de l'opposition, qui se sont portés candidats. Leurs candidatures ont été retenues par la Cour suprême des Comores. Tant mieux pour le candidat. Il faut, à mon avis, même si nous, qui n'allons pas se présenter, qui ne sont pas candidats à ces élections, estimons que les conditions ne sont pas réunies, mais dans la mesure où nous avons certains de nos amis qui sont candidats, il faut voir dans quelles conditions nous pourrons les aider. Donc vous êtes prêt à retourner pour aider l'opposition quand même? En tout cas, je suis disposé, et l'opposition, les membres de l'opposition qui sont candidats à ces élections le savent, ma disponibilité à apporter ma contribution pour mettre en échec Azali aux prochaines échéances électorales. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté la mission qui m'a été assignée par certains candidats de porter leur cause devant le tribunal de la SADC. C'est une juridiction sous-régionale. Ici, vous parlez de la CEDEAO, mais chez nous, là-bas, on parle de la SADC. Donc, il y a un tribunal, il y a un tribunal de la SADC qui sera saisi cette semaine par mes soins et à la demande des candidats. Et puis la Cour africaine des droits de l'homme également, et des citoyens et des droits de l'homme, sera saisie cette semaine également des différentes requêtes pour signaler déjà des violations graves et caractérisées de la Constitution de l'Union des Comores et puis de la loi électorale et puis des instruments de droit internationaux en matière de la gouvernance électorale qui sont déjà en cours de violation par Azali. Avant même les élections qu'il organise lui-même, il est en train de faire un coup d'État institutionnel. Donc vous pourrez vivre le scénario d'une élection qui ne sera pas transparente? Mais on est en train de le vivre déjà parce que à moins de 40 jours de la date prévue pour tenir ces échéances, Azali a changé la présidente de la Chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême. Il l'a licencié pour désigner un autre juge, un autre président. La Constitution des Comores stipule également, et ça, la loi électorale, la Constitution et la loi électorale des Comores stipulent également que le président et les gouverneurs et d'autres responsables désignés des sociétés d'État doivent prendre congé de leurs fonctions s'ils sont candidats et après publication de la liste des candidats retenus pour se présenter aux élections. Malgré la clarté et la précision de ces dispositions en vigueur, Azali s'est maintenu dans ses fonctions de président de l'Union des Comores et puis de l'Union africaine également. Donc il y a une violation des il y a plus qu'une violation de la loi. Comme partout en Afrique. Mais il n'y a pas qu'une violation, il y a un coup d'État institutionnel. Donc ça, il faut dire les choses clairement. Ce qui paraît choquant, puisqu'il faut dire les choses clairement, ce qui paraît choquant, c'est que dans les forums internationaux, dans les conférences internationales, en présence des chefs d'État, Azali Assoumani, en sa qualité de président de l'Union africaine, condamne les changements anticonstitutionnels des régimes politiques en Afrique. Et il condamne aussi le tripotage institutionnel des pouvoirs en place pour se maintenir. Officiellement, devant les caméras du monde entier, il dit des choses et dans la pratique, il fait le contraire. Il est à son troisième mandat. Il est dans son troisième mandat. Quatrième mandat. Puisqu'il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État militaire, n'est-ce pas? Il s'est maintenu cette fois comme civil au pouvoir par des élections truquées. Et puis il est revenu au pouvoir dans des conditions très douteuses, mais les Comoriens ont dit que, écoutez, dans l'intérêt du pays, laissons-le faire, puisqu'il s'est peut-être assagi. Vous voyez, c'est le terme qui a été employé. Il s'est peut-être assagi, donc laisse-le faire. Et les Comoriens l'ont laissé faire. Et là, c'est vraiment la situation
pire que les Comores n'ont jamais vécu depuis l'indépendance. Un message à la population comorienne? Bon, le message à la population comorienne, c'est de dire tout simplement que le 14, si les élections se tiennent le 14 janvier prochain, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour voter massivement en faveur du candidat de l'opposition qui est très 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 bien placé, qui est dans une dynamique de faire gagner, non pas sa candidature, mais de faire gagner le pays, les Comores. C'est l'opportunité immédiate que nous disposons pour faire partir Azali dans des conditions démocratiques. Nous devons nous servir des échéances électorales prévues le 14 janvier prochain pour le faire partir démocratiquement. Si on examine toutes les régions des Comores, toutes les régions, Azali n'aura aucune majorité dans aucune des régions des Comores. Donc objectivement, il n'a aucune raison d'espérer gagner ces élections. Aucune raison objective. Et c'est pour cette raison que nous qui estimons hier ne pas pouvoir se porter candidat, puisqu'effectivement nous avons des raisons objectives de ne pas se porter candidat, Donc mais il y a certains candidats de l'opposition qui se présentent à ces élections avec une détermination, une sincérité qui ne souffre d'aucune contestation, d'aucun doute, qui réunissent les conditions objectives pour le faire partir. Donc nous devons l'aider pour faire partir Azali. Et c'est pour cette raison que j'appelle mes militants, mes sympathisants à se mobiliser pour faire gagner l'opposition le 14 janvier prochain. C'est une opportunité que vous me donnez, mais j'aurai l'occasion, avant l'ouverture de la campagne électorale, de m'adresser à mes compatriotes par rapport à ces échéances à venir. Merci, Maître, d'apporter des éclaircissements par rapport à votre pays, par rapport à la politique aux Comores qui s'identifie avec d'autres situations politiques en Afrique. Également, il n'y a pas longtemps qu'on a célébré la journée pour les droits de l'homme. Nous avons vu les chefs de l'État ont été invités, y compris notre chef de l'État Macky Sall a été invité à Genève à la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On nous parle de droits de l'homme. Ici au Sénégal, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, des détenus politiques. Est-ce cohérent de parler de droits de l'homme en Afrique, d'une manière générale? Bon, et c'est vrai qu'il y a une épidémie qui frappe tous les pays africains, du moins de nombreux pays africains, qui souffrent en ce moment d'une épidémie qui s'appelle un cancer dictatorial. C'est un cancer qui frappe tous les pays africains, la dictature. Bon, voir les chefs d'État africains convoqués à Genève pour célébrer l'anniversaire des droits de l'homme, bon, je trouve que c'est une bonne chose, puisque au moins leur présence sur ces lieux symboliques va leur servir peut-être des leçons. Mais tout le monde sait, avec des éléments objectifs à l'appui, quels sont les pays africains qui en ce moment sont des cancres en matière de démocratie. C'est des cancres. On citait le Sénégal. Bon, le Sénégal qui figurait parmi les pays modèles en Afrique a vu son image dégradée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais moi je lis et je constate. Il y a des rapports qui ont été établis. Ce ne sont pas des rapports établis par PASTEF. Récemment. C'est des rapports qui ne sont pas établis ni par Ousmane Sonko ni par PASTEF, mais c'est des rapports qui ont été rédigés, établis par des organismes internationaux spécialisés en matière de droits de l'homme. Et ces rapports ne sont pas jolis. Ils sont très, très, très critiques par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, puisqu'il faut quand même dire une chose. Là, en ce moment, il y a pas moins de 1000 personnes qui sont quand même en prison pour des raisons politiques. Ce qui est, semble-t-il, puisque je ne connais pas tout sur le Sénégal, loin de là, puisqu'il faut être modeste, mais selon des dires... Selon les chiffres même. Voilà, selon les chiffres, selon les dires, ceux qui connaissent bien ce pays, il paraît que c'est la première fois qu'il y a autant de prisonniers politiques en moins de temps. Bon, ça c'est déjà une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, il y a eu des morts.
Il y a eu des morts, il y a des blessés. Et ces morts et ces blessés, c'est quand même survenu dans des circonstances politiques. Ça aussi, c'est pas bon. Le fait d'être reçu sur le lieu, moi je trouve que c'est une bonne chose, puisqu'au moins ça lui permettra de s'imprégner des exigences internationales et tout. Mais toujours est-il que les rapports sont là. Il y a une dégradation. Je pense même que le pays figurait comme membre de la Commission des droits de l'homme, et ce n'est plus le cas. Le Sénégal. Ouais, Donc, que pourraient être les conséquences de ce recul démocratique? Bon, les conséquences, c'est qu'il va y avoir une prise de Du position. point de vue international par rapport. Non, mais il y a une fin de cycle. Je pense que ça va pousser certains à prendre conscience de la nécessité de se reprendre pour faire gagner le pays, regagner le pays en termes d'image, etc. Mais moi, ça, je n'ai pas de doute, puisque c'est quand même un grand pays qui a su toujours surmonter des épreuves pour se distinguer par rapport à d'autres. Bon, donc, je dirais que c'est conjoncturel. Espérons que la situation sera maîtrisée et que le pays retrouvera son élan. Okay. On tend également vers les présidentielles, à 2 mois des présidentielles 2024. Y a-t-il des enjeux économiques là-dessus, sur les élections en Afrique? Bon, moi, je ne peux pas me prononcer sur les échéances elles-mêmes. D'une manière générale? Oui, bon, de manière générale, il y aura un impact sur l'Afrique, sur les élections. Les élections, que ce soit les élections, que ce soit d'autres événements qui touchent le Sénégal, a toujours un impact sur l'Afrique, puisque c'est un pays inspirant. C'est un pays sur lequel de nombreux Africains s'inspirent pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Bon, il est incontestable que ce qui se passe en ce moment au Sénégal impacte aussi la prise de conscience des forces vives africaines. Et les élections qui auront lieu aussi ici auront un impact. Nous osons espérer. En tout cas, nous serons très attentifs. Moi, je suis un acteur politique africain. Et donc, je ne serai pas indifférent par rapport à ce qui va se passer ici, indépendamment de mon engagement comme avocat en faveur de mon client, M. Ousmane Sonko. Mais je ne serai pas indifférent. Je suis même tenté de dire que je serai très actif par rapport à ce qui va se passer ici, puisque je suis panafricain. Et je ne serai pas indifférent, je serai très actif comme panafricain par rapport aux échéances électorales au Sénégal. La CEDEAO doit être... comment elle doit se comporter? La CEDEAO? Oui. Bon, il faut que la CEDEAO se mette aussi au niveau des aspirations des peuples de la sous-région. Puisque la CEDEAO est en décalage complet, complet par rapport aux aspirations des peuples de la zone. Merci, Maître Larifou, ça a été un plaisir. Si vous avez quelque chose à ajouter ou une question que vous aimeriez que j'aborde, que je ne l'ai pas fait? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout simplement vous remercier de cet honneur et puis de cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur différents sujets d'intérêt général, africain. Merci, Maître Larifou, ça a été un plaisir également. Toute l'équipe de Sénégal 7 également vous dit de passer une excellente séjour, je dirais, au Sénégal. Également, un grand merci à mon technicien, Papa, également à tous les internautes qui suivent l'actualité à temps réel ici à Sénégal 7. Jërë ngeen jëf.